monsieur, bonsoir. Dans ce journal du 20 septembre, des réactions virulentes à droite après l'annonce de Claude Roiron. La présidente du Conseil général a décidé de porter plainte contre l'État et réclame le remboursement des transferts de compétences non compensés financièrement. Les nouvelles technologies gagnent nos vignes. La Chambre d'agriculture teste actuellement un capteur optique sophistiqué et censé tout nous dire sur le degré de maturation du raisin. Visite guidée de la préfecture à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end. C'est le préfet lui-même qui a fait visiter ses appartements et a joué au guide conférencier. Thématique cette année, les grands hommes qui ont écrit l'histoire. Nous vous l'annoncions vendredi, Claude Roiron porte plainte contre l'État. La présidente du Conseil général avait au mois de juin adressé une réclamation préalable à François Fillon. Elle exigeait le remboursement des sommes que l'État doit au département d'Indre-et-Loire. Faute de réponse, elle a finalement décidé de porter plainte, une décision qui provoque une levée de boucliers à droite. Julien Gauthier. De faire que Claude Roiron a engagé avec l'État depuis le 15 juin. Elle demandait par courrier au Premier ministre le remboursement de 200 millions d'euros sous menace d'une action en justice, une motivation qu'elle était venue expliciter sur le plateau de TV Tour. Ces 200 millions d'euros, ce sont essentiellement des sommes que nous n'avons pas perçues pour la mise en œuvre du RMI et RSA aujourd'hui, pour la mise en œuvre des allocations en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc ce sont essentiellement les dépenses de solidarité qui d'ailleurs relèvent de la prescription nationale, mais de l'exécution départementale. Depuis, aucune réponse n'est venue du Premier ministre. La présidente du Conseil général a donc décidé d'exécuter sa menace. C'est chose faite. Depuis vendredi dernier, une requête introductive d'instance a été déposée auprès du tribunal administratif d'Orléans. Une démarche qui irrite les élus du Conseil général du parti présidentiel. Je pense qu'il y a quand même une petite manœuvre politique dont les ficelles sont assez grosses et qu'on voit bien poindre, c'est de dire on a des difficultés dans les départements, l'heure est un peu difficile pour tout le monde, on ne peut pas trop augmenter les impôts parce qu'il y a des perspectives électorales d'une façon assez proche. Eh bien, on va essayer d'obtenir de l'État par la pression, par le contentieux maintenant, des sommes sur des engagements, en particulier dans le domaine social qui est toujours sensible. Claude Roiron, tête baissée, augmente donc encore d'un cran son rapport de force avec l'État. Un jeu purement politicien, dénonce la députée UMP Claude Greff depuis sa permanence située à Amboise. Il faut qu'elle existe et elle n'existe que bien souvent par l'agressivité, que par le combat, le conflit. C'est pas ça la politique. La politique, c'est faire pour son pays, faire pour les hommes et les femmes dont on a aujourd'hui la charge dans la réalisation d'un conseil général, si c'est pour elle. D'autres départements socialistes s'engagent sur la même voie que Claude Roiron, comme les Côtes-d'Armor ou encore la Meurthe-et-Moselle. Rappelons qu'en décembre 2009, le Conseil d'État a donné raison au président PS de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg, en condamnant l'État à 100 000 € de dommages et intérêts. Les vendanges précoces ont débuté la semaine dernière pour le Crémant de Loire. Pour les autres vignobles, les tests de maturation ont encore lieu afin de déterminer à quelle date le raisin pourra être récolté. Cette année, la Chambre d'agriculture teste un nouvel engin, un capteur optique dont les résultats sont donnés en temps réel. Une première en France. Florent Carrière. Voilà, ça c'est une mesure. On va en faire d'autres, donc il en faut 60. 60 mesures par parcelle étudiées, le tout en seulement quelques minutes. C'est l'avantage de ce prototype nommé le multiplex. À l'intérieur, un ensemble de capteurs. Ils envoient sur le raisin un signal lumineux et réceptionnent en retour plusieurs données qui vont permettre de connaître la maturité du raisin. Il y a le sucre, l'acidité bien sûr, mais si on veut connaître parfaitement tous les indicateurs de maturité, l'analyse de la peau est un élément primordial. Alors il y a la dégustation des baies de raisin, l'analyse chimique, mais là on gagne du temps. Un outil qui vient en complément des autres instruments de mesure du vigneron, comme le réfractomètre pour la teneur en sucre ou la soude pour l'acidité. Avantage du multiplex, la rapidité dans le traitement de ces données numériques. Un jour seulement, lorsqu'en laboratoire, les analyses peuvent s'étaler sur 2 ou 3 jours. Ainsi, le vigneron connaît au jour près la date idéale pour vendanger. Depuis quelques années, les vignerons se sont rendus compte que le consommateur voulait des vins ronds, des vins sans astringence, sans amertume. Et pour cela, il faut des raisins très mûrs et que la matière colorante soit très mûre. Donc cette technique apporte une information sur la maturité de la peau du raisin.
La technologie au service de la vigne. Les professionnels du secteur l'ont bien compris. Le multiplex permettrait à terme d'améliorer la qualité du vin grâce aux informations qu'il délivre. L'intérêt, c'est de multiplier le nombre de prises d'échantillons par parcelle et de pouvoir le faire sur chaque parcelle. C'est une multiplication d'échantillonnage, donc ce qui fait qu'on peut avoir une cartographie de nos parcelles. Une cartographie des parcelles qui permettra de faire à la veille des vendanges le tri entre les bons et les moins bons raisins grâce à la géolocalisation des grappes. Les vendanges deviendraient ainsi sélectives, mais l'appareil est encore au stade expérimental. C'est pourquoi les vignerons sont encore frileux et comparent de près les données du multiplex aux autres données récoltées par les méthodes traditionnelles. Un testing grandeur nature organisé ce matin dans la gare de Tours, un atelier de mise en situation du handicap. Un parcours en fauteuil roulant avec une canne et un masque occultant. En fait, ce parcours a été mis en place pour mettre en avant toutes les améliorations mises en place sur les TGV et TER dans le cadre d'un schéma régional initié par le Conseil régional. En 2 ans, des rampes ont été installées sur chaque rame, des guides sont mis à disposition de chaque personne qui le souhaite et des espaces ont été aménagés pour les fauteuils roulants. On écoute le vice-président de la région en charge des transports, Jean-Michel Baudin. Le droit au déplacement, il vaut pour n'importe quelle personne en situation valide, mais il doit valoir pour n'importe quelle personne en situation de handicap, que ce soit définitif ou que ce soit occasionnel. Donc ce schéma régional de transport et d'accessibilité a pour objectif de mettre les gares en situation d'accessibilité, de mettre les parkings en situation d'accessibilité, de permettre des cheminements à l'intérieur des gares et de permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder au train dans de bonnes conditions. Voilà des propos recueillis par Sabrina Meloult. C'était ce week-end les célèbres Journées du patrimoine pendant lesquelles musées et autres bâtiments et lieux de notre patrimoine s'ouvrent gratuitement au public. Thématique choisie cette année, les grands hommes qui ont écrit l'histoire. La préfecture, comme chaque année, a joué le jeu et a ouvert ses portes. Pas seulement l'accueil connu de tous, mais surtout les salons du préfet. Et c'est Joël Philly lui-même qui avait enfilé le costume de guide, passionné par les grands hommes qui ont fréquenté les lieux avant lui. Julien Gauthier. De Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à Jean-Paul II, les grands hommes qui ont participé à l'écriture de l'histoire sont nombreux à être passés par les bâtiments de la préfecture d'Indre-et-Loire. Si bien qu'au milieu des œuvres d'art et autres mobiliers qui ornent les salons de l'ancien couvent de la Visitation, les histoires se succèdent. Des histoires que le préfet Joël Philly, en place depuis 1 an, compte lui-même au public après les avoir découvertes il y a peu. Et pour la visite de Louis-Napoléon Bonaparte en 1849, on a refait ce salon et puis dessiné le parc dans le style romantique, avec une île, une rivière, une cascade. Et bien sûr, j'ai été surpris d'apprendre que Churchill était venu là, qu'il avait même à un moment, dans un geste d'énervement, lorsqu'il essayait de convaincre les Français de continuer le combat en 1940, qu'il a écrasé son cigare sur un bureau, que vous allez retrouver tout à l'heure. Bon, il y a également des périodes tragiques, la préparation de la collaboration entre Pétain et Hitler, la préparation de la rencontre de Montoire, qui s'est faite ici, dans ces lieux. Donc on découvre effectivement que certains moments de l'histoire de France, en fait, se sont déroulés ici. Des hommes politiques bien sûr, mais pas seulement. Ainsi, nous apprenons par exemple que le jeune Honoré de Balzac, âgé de 15 ans, s'est faufilé à un bal donné dans les jardins. Une expérience qui lui vaudra l'idée de son roman Le Lys dans la vallée. Un jardin qui, loin de la poésie du jeune talent, a vu se construire des années plus tard un blocos, ouvert pour la première fois au public. Là, il y a un système de sas avec des portes qui peuvent se fermer immédiatement. Et là, les personnes pouvaient vivre 2-3 jours ici. Entre les œuvres et l'histoire, les salons de la préfecture s'avèrent bien plus riches qu'on ne peut l'imaginer. Si bien qu'après une phase de restauration importante aujourd'hui arrivée à terme, la préfecture envisage d'ouvrir plus régulièrement les portes d'un patrimoine encore ignoré de nombreux Tourangeaux. En sport, ce week-end, le Tours FC a cédé un peu de terrain. Après 4 victoires d'affilée, les joueurs de Daniel Sanchez se sont contentés d'un match nul face au Havre, 0-0. En 7e journée du championnat de Ligue 2, c'était vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Le TFC reste néanmoins en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Sedan. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur. Il est au micro de Sébastien Germain.
Moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'était prendre des points, mais prendre les 3 points, évidemment. Bon, on en prend un face à une bonne équipe du Havre aussi, hein, qui a fait un gros match. Donc voilà, je suis seulement déçu du résultat, c'est tout. Après, pour le reste, je suis satisfait, encore une fois, de ce qu'on a montré, de ce qu'on a produit ce soir. Et on termine ce journal avec un acte artistique militant, un rassemblement qui a eu lieu hier matin à Tours. Le photographe Guillaume Lebaube a réuni une 60aine de personnes, toutes posant devant son objectif habillées d'un t-shirt revendicatif. Objectif, sauver la République qu'ils estiment menacée. Julien Gauthier. 8 h dimanche matin dans le square de la préfecture. Une 50aine de personnes sont réunies, arborant des t-shirts sur lesquels sont imprimés des slogans. Les enfants pour le premier plan, donc Boubou. Boubou. Voilà. À l'appel, c'est Sanjin Kosabic, l'un des 2 artistes à l'initiative du projet Bling Bling Respublica. Une fois la troupe au complet, nous les suivons jusqu'au palais de justice où l'œuvre doit prendre forme. Je suis venu pour soutenir mes amis artistes qui font une œuvre qui me parle beaucoup en termes de citoyenneté et d'implication dans la vie citoyenne. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis levé très tôt ce matin. On peut manger 1 mètre sur le trottoir. Tu vois. L'œuvre, qui s'organise en secret et sans autorisation, est éminemment politique. Née sur un sentiment partagé des artistes et des participants, la mise en péril de la République. Au 4, c'est parfait là. Hein? C'est parfait carrément? Ouais. Ne changez rien. Ne changez rien. On a voulu que chaque personne estime ou choisisse un slogan qui représente dans quelle mesure il se sent bradé aujourd'hui ou dans quelle mesure il estime que toutes les valeurs républicaines sont bradées. Entre la République constitutionnelle telle qu'on la revendique et comment elle est gérée aujourd'hui, à notre sens, elle est plus gérée autant qu'une corporation privée qu'une République. Mon travail se transforme à savoir qu'il devient engagé. Parce qu'en tant qu'artiste, je me plaisais bien de ne pas avoir de différence entre ce qui est réel et imaginaire, mais en tant que citoyen, j'en pouvais plus. Ces photos seront retravaillées avant de devenir des affiches grand format pour être exposées. Une étude numéro 0 qui devrait connaître des suites. Les symboles républicains de la capitale sont notamment visés. Fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, l'invité de la rédaction, Jean Lardin, le président de l'Union professionnelle artisanale. Restez avec nous.